Amis du roman historique, bonjour. Donc je vous remémore un peu tout ce qu'on a fait. Là c'est le 4e épisode sur le rêve d'Océanie. Donc j'avais parlé de la Polynésie, de Vanuatu, je me souviens plus, mais enfin en général de la Nouvelle-Calédonie aussi, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Mais donc ça c'était dans le livre d'histoire, Histoire du Pacifique de Dominique Barbe, aux éditions Tempus, hein, voilà, ça je vous l'ai montré plusieurs fois. Et donc j'ai illustré ça avec un livre d'une Bretonne, Le voyage de Jabel, là c'était en Nouvelle-Zélande, hein, voilà, je vous remontre. Et puis cette fois-ci, je vais illustrer ça d'un livre d'un anglo-saxon, donc traduit là, sur l'Australie. Donc il n'y a pas de livre sur la Nouvelle-Calédonie, pays magnifique, ni sur les Vanuatu de même, ni sur les Fidji, ni sur le Tonga, ni sur la Polynésie. Enfin, c'est un monde immense en fait. C'est peut-être faire traverser depuis San Francisco jusqu'à Hong Kong, c'est peut-être 3 fois plus large que l'Atlantique, hein, l'Océanie. Donc c'est une immensité de rêves possibles. Voilà, donc je vais donc lire quelques passages de La Maison Maléfique, qui est une série de romans d'Arthur Upfield, hein, donc un anglo-saxon, un australien. Donc c'est traduit de l'anglais, hein, bien sûr. Et donc c'est une série, c'est pas le premier, hein. Donc c'est une série autour. Enfin, je vais vous donner quelques éléments sur l'auteur. Alors, l'auteur, issu d'un milieu bourgeois, hein, Arthur Upfield, est né en 1888, donc c'est pas tout jeune, à Gosport, près de Portsmouth, en Angleterre. Élève médiocre et indiscipliné, il est envoyé à l'âge de 19 ans en Australie par ses parents. Upfield découvre alors le bush, les immenses plaines semi-désertiques et la vie sauvage. La guerre venue, il sert en Égypte et en France jusqu'en 1918, où l'appel du bush devenu trop fort, il décide de retourner en Australie. Pendant des ans, il va sillonner le continent, exerçant ça et là divers métiers de fortune. En 1927, il rencontre un certain Léon Tracker, un métis devenu l'un des meilleurs trappeurs de la police de l'État du Queensland. Au moment de se quitter, les deux amis échangent quelques livres. Parmi ceux dont hérite Upfield, une biographie de Napoléon Bonaparte. De cette rencontre va naître le détective Napoléon Bonaparte, dont Arthur Upfield publie en 1928 la première enquête d'une série qui en compte désormais 30. Hein. Décédé en 1964 dans sa maison du Queensland, Arthur Upfield est aujourd'hui reconnu comme le père du polar ethnologique. Alors, pourquoi Napoléon Bonaparte? C'est parce que le protagoniste, enfin le héros de ces séries, qui est donc policier, est un métis maltraité à l'enfance, hein, comme de nombreux métis issus de l'union d'un Anglais et d'une aborigène. Et les gens les nourrices qui s'occupaient de cet enfant l'ont appelé Napoléon Bonaparte parce que il avait mâchouillé le livre d'une biographie de Napoléon Bonaparte. Donc ça a été son nom officiel, enfin, d'après Arthur Upfield. Voilà, donc ça c'est pour l'auteur. Ensuite, nous avons la page arrière du livre, hein. Deux noyades, donc c'est l'objet de livre lui-même, deux noyades suspectes. Une somptueuse demeure communément appelée la Maison Maléfique, occupée par deux sœurs ennemies et leur demi-frère, un homme athlétique dont l'esprit a oublié de grandir, l'os pointé par les aborigènes sur ceux qui les ont exterminés et leurs descendants. Ce sont là quelques pièces du puzzle que l'inspecteur Napoléon Bonaparte, patiemment, va tenter de reconstituer. Pascal Dupont a consacré le cycle des enquêtes de Bunnicom le comble de l'exotisme. Rappelons au passage que c'est Upfield
qui a inspiré à Tony Hillerman les enquêtes de Jim Chi au Pays Navarro. Et pour Christine Ferniaud de Mégapresse, Bonnie, le chéri de ces dames, c'est le Sherlock du Bush. Charme suranné, ambiance lourde, bonne écriture. Hopfield n'a pas volé sa place dans la collection. Grand détective. C'est dans une collection. Voilà, donc je vous ai pris des passages, sur page 7, l'arrivée de l'inspecteur Napoléon Bonaparte. Voilà. C'est voyant comme nom quand même. Alors, page 7. Page 7. Alors en Australie, les trains, tout comme les hôtels, n'offrent pas le confort qu'on serait en droit d'attendre. Et l'inspecteur Napoléon Bonaparte était bien content d'abandonner son tas de ferraille à Menton. Dans cette ville qui s'enorgueillissait de posséder 4 pubs, il devait prendre une navette jusqu'à Edison, bourg doté d'un unique pub et situé sur la côte, au sud de Brisbane. Le jeune homme posté à la sortie de la gare accepta son billet avec l'indifférence d'un indigène et d'une voix languissante l'informa qu'il trouvait la navette garée devant la poste. La seule chose qui me plaidait dans cette voiture, c'était qu'elle avait bien 4 roues. Elle venait sûrement de quelque part et reprendrait sans doute la route, ne serait-ce que pour parcourir 1 mètre ou 2. Le chauffeur était jeune, grand et maigre. Un mégot éteint au coin des lèvres, il portait une casquette anglaise à l'envers et, à l'évidence, trouvait plus confortable de laisser flotter sa chemise dans son pantalon de treillis. Ses yeux gris, dans lesquels passait un rire franc, rachetaient l'ensemble. « Elle court bien, affirma-t-il à son futur passager. Elle peut vous emmener où vous voulez, quand vous voulez. Je voudrais aller à Edison. Alors, elle vous amènera à Edison. Vous êtes l'inspecteur Bonaparte? C'est bien moi. Le chauffeur jaugea ce passager à la tenue soignée. Élégant costume gris, feutre gris clair, souliers bien cirés. Il remarqua également le teint foncé, le nez droit, les lèvres fermes et les yeux, le bleu des yeux, qui faisait penser à la mer. Bon, on est prêt, estima-t-il, en jetant la valise de Bonnie sur le siège arrière déjà encombré de paquets, de chambres à air, de secours et d'outils. Grimpez à l'avant, inspecteur, il y a d'autres passagers pour ce trajet. Le père Mawson m'a dit de vous guetter. Il était pas mal occupé et il n'a pas pu venir en personne. Bonnie faillit commettre la stupide erreur de M. Pigwick, qui avait demandé l'âge du cheval de fiacre. La prétendue automobile gémit sous son poids et frémit quand le chauffeur lança le moteur en titillant quelque chose sous le capot rouillé et se précipita au volant avant que l'effet de son tripotage ait eu le temps de mourir dans une convulsion. La première fut bruyamment enclenchée et le voyage commença avec une accélération digne d'une soucoupe volante. Voilà. Donc page 17, l'une des sœurs Unsworth Murray. C'est Murray. Alors, page 17. Oh, c'est une enquête policière, hein. Donc les personnages se mettent en place, comme chez Agatha Christie. De taille moyenne, maigre, l'homme avait un teint de roux. Sa bouche était grande, son nez nettement busqué. Ses yeux, qui vous regardaient bien en face, avaient le gris du granit. Lorsqu'il avança, ce fut sa démarche et non ses vêtements qui trahit le policier. La femme n'était pas particulièrement grande compte tenu de ses proportions cubiques. Méfiante, elle était à l'affût et sa pose rappelait à la fois la nature explosive du rhinocéros et la pondération de l'éléphant. Les poings serrés sur la ceinture de son pantalon en velours, elle incarnait une violence contenue. Bonnie se contenta d'un bref coup d'œil en direction du policier. Son regard glissa vers cette femme au teint rouge brique, aux yeux gris clair, au nez aquilin, à l'énorme tignasse de cheveux bruns. Inspecteur Bonaparte,
s'enquit l'homme qui s'approchait, et Bonnie reporta son attention sur lui. « Je suis le brigadier Mawson. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas avoir pu aller vous accueillir, monsieur. » Bonnie fit un signe de tête pour Bonnie comme Bonaparte, hein. Bien sûr. Un signe de tête pour répondre à son salut et pour le rassurer. Resté dans sa voiture, McFalla cria « Vous continuez jusqu'à Edison avec moi, inspecteur. Je peux vous attendre trop longtemps. » Mawson remarqua l'intérêt de Bonnie et dit à Mike qu'il pouvait repartir. Il se mouvait avec raideur et la rougeur de son teint n'était pas entièrement due au vent et au soleil. Puis la femme s'avança vers Bonnie et le salua avec un accent qui rappelait celui du cavalier rencontré sur la piste. « Bonjour, monsieur. »« Bonaparte, inspecteur Bonaparte, » ajouta Bonnie d'un ton affable. « Marie Unsworth, dit-elle. Elle aurait épousé Mawson qui, s'il n'avait pas fermement campé sur ses positions. Elle aurait poussé Mawson s'il n'avait pas fermement campé sur ses positions. Elle serra de nouveau les poings sur sa ceinture en cuir. Chaussée de bottes d'équitation, ses pieds étaient bien écartés et enfoncés dans le sol. Tel un arbre centenaire, elle donnait l'impression qu'aucune force humaine ne pouvait la renverser. « Je suppose que vous venez de Brisbane pour enquêter sur la mort de ma mère. C'est bien la raison de ma présence ici, mademoiselle Unsworth, répondit Bonnie d'un ton toujours affable. Alors, j'espère que vous vous en tirerez mieux que ces imbéciles qui sont venus chercher l'assassin de Carlo, dit-elle d'un air de défi. Personne ici n'attend rien de la part de Mawson. Comme il dit lui-même, il s'occupe du maintien de l'ordre, pas des enquêtes criminelles. De vous, j'attends davantage. Ces meurtres doivent cesser. Voilà. Ah oui, j'oubliais ma chemise, hein, c'est pour donner un peu de couleur, pour faire un peu océanique, terre lointaine. Je pense que c'est plutôt une chemise africaine, hein, mais bon, c'était pour la couleur. Ensuite, donc, page 39, le coroner. En français, on dit le légiste, un médecin légiste. Alors, page 39. 39, d'accord. Monsieur Aston était imposant et fort impressionnant. En l'observant, on se prenait à regretter de ne pas le voir en habit de cérémonie, avec haute forme et demi-guêtre. Au lieu de quoi, il portait un pantalon de gabardine bien coupé et une veste sport dans les tons extrêmement classiques. Les yeux noisettes étaient vifs et aimables. Les cheveux gris, qui couronnaient le crâne chauve, les rides au coin des yeux, la bouche, tout cela révélait qu'il avait nettement passé les 55 ans. « Asseyez-vous, monsieur Arston, dit Bonnie avec affabilité. « Je crois comprendre que vous faites office de coroner. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Bien entendu, je m'intéresse aux circonstances de la mort de Madame Unsworth. C'est ce que m'a laissé entendre Mademoiselle Unsworth. Mademoiselle Mary Unsworth, inspecteur. Monsieur Arston rectifia soigneusement le pli de son pantalon. Je puis vous assurer que tout le monde ici souhaite que votre enquête aboutisse. Il est bien tard pour vous rendre visite, mais c'est Mademoiselle Unsworth qui m'y a poussé en me téléphonant il y a une demi-heure au sujet du corps de sa mère. Elle aimerait en disposer dès que possible. C'est à vous d'en juger, en tant que coroner, affirma Bonnie. J'ai ici le rapport de l'autopsie pratiquée par le docteur Lofty, et en le lisant, vous serez d'accord avec moi pour conclure qu'une enquête s'impose afin de déterminer les causes du décès. Le rapport privilégie sans ambiguïté la thèse de l'homicide. Vous voulez peut-être y rejeter un coup d'œil. Monsieur Arston attrapa le document et s'en exclama faiblement. « Ah, c'est bien regrettable. » Il sortit des lunettes à monture noire attachées par
un mince ruban noir et prit son temps pour lire le document. Oui, une enquête s'impose certainement, inspecteur. Avez-vous pensé à une date qui vous conviendrait? À vrai dire, non, monsieur Arston. Je crois qu'il vaudrait mieux repousser cette date, disons d'une semaine ou de 10 jours. Je suis seulement arrivé ici en fin d'après-midi et je n'ai pas encore visité la folie des Huntsworth. J'ai l'intention de m'y rendre demain matin. Oh bon, très bien, inspecteur. Le corps, il n'y a aucune raison pour que la famille ne puisse pas en disposer demain, dans l'après-midi, une fois que j'aurai entendu les proches et les employés. Je pense que vous pourriez signer l'autorisation pour 13 heures. Vous connaissez la famille depuis un bon moment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Depuis de nombreuses années, inspecteur. Quand je suis arrivé à Edison, j'étais encore bien jeune et le vieux Jacob Antworth a presque été mon premier client, pour bientôt devenir celui que je prisais le plus. C'était un homme étrange, bourré d'inhibition, parfois violent, dans le but, à mon avis, de juguler passagèrement sa peur. Ça porte un nom que je ne parviens pas à me rappeler. En tout cas, il s'est montré généreux envers moi. Il ne m'a pas oublié dans son testament et a obligé ses filles à me garder comme agent d'affaires, conseiller et ami. Monsieur Arston se mit à rire tout bas. Elles ont si bien obéi que depuis la mort du père, je suis devenu une sorte de grand vizir. Il s'est suicidé, n'est-ce pas? Oui, d'un coup de feu, sans raison apparente. Sa situation financière était satisfaisante et stable. Voilà. Donc, page 60. Alors, Maurice Answorth, le frère handicapé de Jeannette et Mary. Page 60. Bonnie sortit une fiche de son classeur mental. Tandis qu'il regardait ces deux femmes, il voyait un terrier australien et un bulldog. Debout à côté de lui, Jeannette avait une attitude suppliante. Mary affichait une indifférence souveraine et méprisante. Maurice n'est pas normal, dit Janet Answorth. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis des années. C'est bien pourquoi je vais monter le voir et ne pas demander au brigadier Mawson de l'amener ici. Et inspecteur, commença Murray. Bonnie l'interrompit. Où est sa chambre? Je vais vous conduire, dit Jeannette tristement résignée, avant de se diriger vers la porte. En quittant cette création architecturale moderne pour le bâtiment d'origine, Bonnie eut l'impression de passer en 2 pas de l'été à l'hiver. Il aperçut brièvement une femme corpulente vêtue de blanc dans la cuisine, puis l'obscurité du couloir l'enveloppa comme de la fumée jusqu'au hall. En posant le pied sur le tapis bleu roi, Bonnie résista à l'envie de toucher la balustrade luisante couleur miel, et en arrivant sur le palier du premier étage, il fut choqué de voir que de chaque côté le tapis était usé et décoloré. Tout en suivant Jeannette Answorth, il se rendait compte qu'il avait le regard rivé à ce hall d'une extraordinaire beauté. Puis il enfila un autre couloir obscur jusqu'au moment où Jeannette s'arrêta devant une porte au coin. Elle prit une clé suspendue à un crochet et ouvrit le cadenas d'un solide verrou. Lorsqu'elle manœuvra le verrou, Bonnie lui posa une main sur le bras. « Je vais entrer seul, mademoiselle Antworth. »« Oh non, il ne faut pas. Maurice peut très bien ne pas se montrer amical envers vous. Le brigadier Mawson viendra si je l'appelle. Mademoiselle Antworth ne va pas m'accompagner. Mawson? Très bien, monsieur. » Bonnie ouvrit la porte, la referma derrière lui et s'y endossa une minute. Il n'y avait personne. La pièce était vaste, longue et étroite. 2 fenêtres donnaient sur la façade et une sur le mur d'angle l'éclairait. Elle était toute protégée par un treillis fixé à l'extérieur. Au cœur de la pièce
Sur une grande table en acajou, on apercevait un train miniature, un modèle réduit de grandes roues, un engin quelconque et le genre de fatras qu'accumulent les petits garçons pour jouer. Seul un grand vase en cloisonné ornait le manteau d'une magnifique cheminée en pierre. Deux chaises de cuisine ordinaires, un fauteuil abîmé en cuir, un trône en cèdre, une bibliothèque vitrée dont deux vitres étaient brisées et un divan recouvert de chintz passé semblait l'ameublement, complétait l'ameublement. Excusez-moi. Un linoléum moderne, mais usé, couvrait le sol. Les murs étaient habillés de lambris noirs jusqu'au plafond gris. La pièce, bien rangée, ne sentait pas le renfermer. Elle paraissait presque agréable. Des meubles cirés l'auraient rendu gai et impeccable. Après ce regard circulaire, Bonnie examina mieux le trône. Il avait jadis été peint et verni de noir. À présent, le siège usé avait retrouvé sa couleur initiale et le haut des barreaux, l'accoudoir sculpté massif était tout aussi usé. Cette curiosité était intéressante, mais Bonnie n'eut pas le temps de s'y attarder, car ce qui semblait être un jeune homme, un jeune garçon, rentra par une porte située en face de la cheminée. Il portait un uniforme d'Eton bien propre. Le pantalon gris foncé avait besoin d'un coup de fer. La courte veste d'un coup de brosse, mais le large col raide était immaculé, tout comme les manchettes blanches. Le jeune homme s'avança d'un pas mesuré et fixa sur son visiteur des yeux bleus et gris étonnés. Ses cheveux et sa barbe avaient la couleur des cheveux de Jeannette. Il était ramené sur le côté gauche par une raie basse et sentait fortement la lotion qui les faisait briller. Maurice s'exprima d'une voix douce, à la prononciation correcte. « Je vous ai vu arriver dans le petit bateau. Est-ce que Jeannette sait que vous êtes ici ?»« Oui. Vous vous appelez Maurice Anthers, c'est bien ça ?» Le jeune homme, habillé en écolier, hocha gravement la tête et dit « Je crois que je ferais mieux de ne pas vous parler. Ça ne plairait peut-être pas à Jeannette. Mais j'ai une autorisation. » Bonnie ne réussit pas à déchiffrer l'effet produit par ces paroles. Son interlocuteur avait le teint blême, comme tous les prisonniers, mais sa forme physique était indéniable. Avec un léger choc, Bonnie se rendit compte que son entraînement dans les arts martiaux et sa capacité naturelle à combattre la violence ne serait peut-être pas d'un grand concours si cet individu décidait de passer à l'action. Il ajouta « J'espère que ça ne vous ennuie pas que je vienne bavarder avec vous. »« Bavarder avec moi ?» La voix était perplexe. « Oui, au sujet de votre train, de votre aimant, de vous, de tout ce que vous voudrez. » Voilà, donc c'est le frérot. C'était page 62. Donc, la famille, Answorth dans sa totalité, page 85. On poursuit l'enquête, quoi. Comme je vous le disais, j'étais alors chef de gardien de troupeau. Jacob ressemblait à son père. Il surgit, tempêtait et avait plus vite fait de cogner que de saluer. Il a essayé de s'en prendre à moi, mais j'avais été élevé à la dure. Quand il a repris ses esprits, on a descendu quelques verres. Une année, une bande de tondeurs est arrivée pour brosser et, avec eux, il y avait une femme qui leur faisait la cuisine et la lessive. Elle n'était pas avec un type en particulier, et Jacob l'a épousée. Elle pensait qu'elle pourrait venir à bout de lui, mais elle s'est gourée dans les grandes largeurs. Il l'a matée en moins de 3 jours, d'après ce qu'il m'a dit, et il était vexé d'avoir mis aussi longtemps. Il a eu mademoiselle Mary et mademoiselle Janet avec elle. Mademoiselle Mary est le portrait craché de sa mère. Mademoiselle Janet a toujours été un mystère pour moi.
Elle ressemble plus à son nom que n'importe qui. Quand la mère, cette ancienne catin à tondeur, a fait une chute de cheval et s'est brisé le cou, Jacob s'est mis en chasse et a fréquenté la fille d'un éleveur de coin. Un type respectable d'ailleurs, et c'est lui qui a donné le goût lui a donné le goût des mondanités. Il a donc envoyé Jeannette à Brisbane pour qu'elle soit parfaitement édicule. Mary était un cas tellement désespéré qu'il l'a laissé tranquille. La deuxième, Madame Jacob Unsworth, a eu un fils, le Maurice actuel. Apparemment, ce gamin n'a jamais été normal et a dû rester enfermé. Bref, quand le petit a eu 6 ans, Jacob a plus ou moins perdu le goût de la vie et a décidé de tirer sa révérence, en se servant du vieux fusil d'arçon de son père. Pourquoi ce pistolet j'en sais rien. Le résultat n'était pas beau à voir. Quoi qu'il en soit, il a laissé la propriété en part égale à Mademoiselle Mary, à Mademoiselle Janet, et rien du tout à Madame Unsworth, ni au jeune Maori. Mademoiselle Janet est revenue de l'université et a décidé de tout régenter. Elle n'est pas allée bien loin parce que Mademoiselle Mary a mis son grain de sel. Voilà comment ça se passe chez les Unsworth, inspecteur. Blaise jeta un regard pensif à Bonnie. Vous savez ce que je pense? Je pense que ces noirs qu'ont été fouettés, brûlés, abattus et assommés par les premiers Unsworth et par leurs copains bagnards ont pointé l'os sur eux et leur descendance. Je dirais ça à personne d'autre qu'à vous, parce qu'on ne comprendra pas. Vous savez, je suis prêt à le parier. Oui, je vois, Blas. C'est assurément une bien triste histoire, mais nous devons nous concentrer sur le tragique décès de la seconde Madame Jacob Unsworth. Quelqu'un l'a étranglée avec une cordelette qui a disparu. Puis on a éloigné le corps de la chaussée ou de la rive. J'aimerais retrouver l'endroit exact où elle a été assassinée. Vous connaissez bien cette étendue d'eau, ses courants, sa profondeur sont les endroits. Racontez-moi l'histoire de cette folie des Unsworth. Depuis le début? Oui, s'il vous plaît. Ben, il va raconter, quoi. Alors, page 144, Mary Unsworth s'est bien fait étrangler. Page 144. Page 144, j'y suis. D'accord. Bert Blaise attendait avec le bateau. Madame Jeannette m'a téléphoné pour me demander de vous faire traverser, annonça-t-il. Mademoiselle Mary est encore mal en point. Mawson déclara d'un ton sec. Madame Jeannette m'a dit que sa mère avait été étranglée. C'est bien ça, reconnut calmement Blaise, en maintenant le bateau pendant qu'il y montait, mais pas complètement. De la rive, le petit cuisinier poussa l'embarcation, sauta à bord avec agilité et se mit à ramer. Les lumières de la maison, reflétées sur l'eau, tournoyèrent puis s'immobilisèrent devant le bateau. À quelle heure mademoiselle Janet vous a-t-il réveillé demanda le docteur Lofty. Il y a un peu moins d'une heure, répondit Blaise. Elle vous a dit que mademoiselle Marie avait été étranglée et qu'elle avait téléphoné à Mawson, qui se mettait immédiatement en route. Ensuite, elle m'a ordonné de tenir le bateau pour vous emmener. Je lui ai demandé comment mademoiselle Marie s'était fait étrangler, et elle a répondu qu'elle n'en savait rien et que mademoiselle Marie n'était pas en état de le raconter. J'ai pas eu l'impression qu'elle était morte. Espérons qu'elle est toujours en vie, glissa Bonnie. Il en faudrait beaucoup pour l'étrangler, affirma Blaise avec conviction. Elle a un coup aussi gros qu'une souche. Rien ne fut ajouté durant la traversée, et en silence, les trois hommes descendirent du bateau, gagnèrent la digue et traversèrent la pelouse pour arriver jusqu'à la maison.
Il y avait de la lumière dans la pièce de gauche et le verre teinté au-dessus de la porte dessinait un long triangle d'or. Mawson frappa au lourd bâton. La porte s'ouvrit pour révéler Janet Unsworth, vêtue d'une robe de chambre en soie, par-dessus sa chemise de nuit. Sa main droite tenant une arme que Bonnie n'avait encore jamais vue hors d'un musée de la police, un pistolet d'arçon. La lampe suspendue au plafond, juste au-dessus du magnifique escalier, plongeait son visage dans l'ombre, mais ses gestes et sa voix trahissaient son agitation. « Oh, entrez, je vous en prie, je suis tellement contente que vous soyez là. Pauvre Mary !» Mawson pénétra le premier dans la maison en écartant presque Janet Unsworth de son chemin. À gauche de l'escalier, Madame Leaper était agenouillée auprès de Murray, étendue sur un matelas. Le docteur Lofty s'approcha tout de suite d'elle. Voyant que le pistolet d'arçon oscillait d'une personne à l'autre, Bonnie déchargea fermement Janet de toute responsabilité. Blaise s'empressa d'entrer à son tour et referma la porte. Janet allait parler, mais Bonnie lui fit signe de garder le silence et apporta une chaise. Le cou, souffla Murray, et le dos. Il y a la moitié entrandée avec ce cordon, dit Madame Leaper. Il l'a traîné par terre et lui a fait mal au dos. Voilà, voilà. Nous allons bien vite vous soulager, mademoiselle Murray, dit le médecin d'une voix apaisante. Voilà. Ensuite, le dernier passage, c'est la maison maléfique, page 188. Page 188. Alors, la journée grandissait, enfant turbulent. En sortant de la maison avec Janet Unsworth, après le petit déjeuner, Bonnie constata que le soleil avait une couleur jaune de Chine et non pas or d'Australie. Le vent soufflait du nord-ouest et déjà des petites vagues venaient frapper contre l'île qu'on appelait la maison magnifique. Debout sur la digue, Bonnie apercevait l'empreinte laissée sur la rive par l'avant du bateau de Blaze. Plusieurs marques similaires avaient visiblement été faites plus de 12 heures auparavant. Rien n'indiquait qu'un homme avait pataugé dans l'eau et grimpé sur la digue, pour s'assurer que personne la veille n'avait gagné l'île à la nage ou en bateau et parcouru la digue dans le sens des aiguilles d'une montre. Construite en terre et en pierre, elle était suffisamment large au sommet pour fournir un chemin d'1,80 m à 2,50 m au-dessus de l'eau. Une demi-douzaine de moutons paissaient à l'intérieur de cette enceinte et, en animaux nourris à la main, survivre, Bonnie, jusqu'à ce qu'une clôture les arrête. Derrière la clôture se trouvait le potager, le poulailler, le tas de bois à débiter et protégé par des bâches de la scie avec le moteur à essence qui l'alimentait. Bonnie apercevait l'arrière de la maison. Il s'arrêta un instant pour observer les poules affairées et surtout deux mères en train de houspiller de nombreux poussins. Il en profita pour bien repérer la cuisine et les portes de l'arrière. De ce côté, au nord du terrain, le terrain était vaste et le vent qui venait de se lever faisait vigoureusement claquer le linge suspendu à 2 cordes. Près de l'entrée de la cuisine, un hangar protégeait des bûches prêtes à l'emploi. Ça vaudrait peut-être la peine d'examiner de plus près l'homme qui venait débiter le bois et accomplir d'autres tâches. Pour l'instant, le fait que la scie et le moteur à essence se trouvaient à l'abri du tas de bois était d'une importance capitale. Enfin, la digue l'entraîna à l'est de la maison et donc en face de l'angle où habitait Maurice. Le treillis d'acier qui protégeait la fenêtre et sa chambre était toujours en place. La fenêtre était ouverte de quelques centimètres, mais Bonnie n'aperçut pas le jeune homme, probablement parce qu'il dormait, après sa nuit animée. À cette pensée, l'inspecteur se rendit compte
qu'il manquait lui-même de sommeil. En rejoignant la chaussée, il était sûr qu'aucun individu ou aucun visiteur aperçu n'était arrivé en bateau ni sorti de l'eau pour attirer l'attention de Mary Anthurst et lui faire quitter la maison. Sans le moindre doute, l'agresseur habitait la maison maléfique. Voilà, bon, je vais arrêter là. C'est une enquête policière, mais en Australie, dans le rêve d'Océanie, un des rêves d'Océanie. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à dans 15 jours pour un tout autre sujet. Bon week-end à tous, bonne semaine, bon début d'hiver. À bientôt.